Donc, le sujet du jour, c'est comment, quand on est éditeur logiciel, on peut et on doit travailler sur la valorisation de ces données. Et on a souhaité aujourd'hui faire intervenir deux partenaires et clients de Data Sulting pour en témoigner, puisque chacun sont à des étapes différentes de leur aventure data. Et on vous partagera également 5 conseils pour mieux valoriser ces mêmes données. Donc, petit avant-goût du Datapéro. Donc, comme d'habitude, alors Gauthier, toi qui ne connais pas encore le concept, habituellement, on ferme les micros pour que les intervenants puissent s'exprimer et qu'ensuite on puisse permettre à chacun de poser des questions via le chat. Et bien entendu, à l'issue du Datapéro, on partage le replay et les enseignements obtenus lors de ce Datapéro. Et comme c'est un Datapéro, tu peux vaquer à tes occupations et boire tranquillement un petit verre d'eau, ça peut être de l'eau tout simplement pendant le webinaire, avant de passer à table. D'accord. Alors, au menu aujourd'hui, on a souhaité adresser le sujet en ayant plusieurs éléments qu'on voulait vous partager. Donc déjà, quels sont les enjeux vus de notre prisme pour les éditeurs logiciels quand on parle de data? Donc là, c'est Camille qui en parlera et Camille se présentera juste après. On va également profiter des retours d'expérience de S2I, donc au travers de l'intervention de Frédéric qui est là et de Véronique qui représente EBP et se présenteront juste après également. Ensuite, on va faire un petit tour de table pour poser quelques questions aux invités et voir comment chacun se positionne sur le sujet. Et puis, on vous partagera nos recommandations formulées sous forme de 5 conseils. Et puis, on aura un temps ouvert s'il y a des questions, des échanges aux différents interlocuteurs qui seront intervenus. Avant de dérouler, alors simplement pour revenir sur Data Sulting, nous on est un cabinet de conseil, on est basé à Montpellier. On travaille sur la performance de l'entreprise au sens global à l'aide d'une exploitation efficace et quand on peut innovante des données, j'allais dire de plus en plus responsable et engagée. Et ça, c'est ma vision de chef d'entreprise. Et on les accompagne depuis la réflexion stratégique. Donc là, c'est ce qu'on va largement évoquer aujourd'hui. Depuis, voilà, j'ai des données, je ne sais pas quoi en faire, je ne sais pas comment m'y prendre, et j'ai besoin de structurer tout ça, de structurer mes démarches. Donc là, c'est l'accompagnement conseil. Jusqu'à la réalisation et l'exploitation des solutions qui consomment de la donnée. On peut aider à mettre en place une centralisation des données au travers d'un data warehouse. On peut aider à mettre en œuvre des tableaux de bord. On est dans les métiers à structurer leurs indicateurs. Voilà, et c'est tout ça. On est là pour accompagner l'entreprise et l'accompagner dans sa montée en maturité sur ces thématiques-là. Alors, je donnerai la main. Je vais commencer par les dames. Donc, je commencerai par Véronique. Si tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît. Bonjour, donc moi je suis Véronique Vallot, je travaille donc chez EBP. Nous sommes un éditeur de logiciels de gestion à destination des TPE et des PME. Et moi je m'occupe de toute la partie data et marketing direct chez EBP. Merci. Allez Camille, à toi. Oui, bonjour, Camille Morellon. Donc moi je travaille chez Data Sulting. J'interviens sur différents types de projets data. D'abord sur des diagnostics data, c'est-à-dire qu'on aide nos clients à construire leur roadmap, donc pour les aider à passer les différentes étapes, à identifier les différentes étapes d'exploitation de leurs données. J'interviens sur des missions de réalisation aussi, de déploiement par exemple d'outils décisionnels. Et puis j'interviens aussi sur des missions de culture data, parce que la data, ce n'est pas que de la techno, c'est aussi un volet humain important et on sera amené à en reparler. Merci et j'invite à Frédéric à se présenter. Bonjour, donc Frédéric Rieux, je suis le directeur de la R&D de la société ES2I. ES2I est spécialisée dans la gestion d'accueil du public et donc je m'occupe de l'ensemble du bureau d'études, équipe software, mais aussi équipe hardware, puisqu'on fait du matériel et du logiciel. Merci beaucoup Frédéric. Alors, je me présente rapidement. Déjà, je vous remercie tous les trois pour votre présence et votre implication pour faire vivre ces sujets data qui nous intéressent tous avec des angles différents. Et donc, moi, je suis le président de Data Sulting, Gaël Philippe, et j'interviens à tous les niveaux, tous les étages, que ce soit sur les sujets commerciaux, mais également, on parle de culture data, donc c'est des sujets qui m'animent au quotidien. Alors, je laisserai Camille introduire la thématique et nous expliquer pourquoi on doit s'intéresser aujourd'hui, quand on est éditeur logiciel, à cette fameuse valorisation des données.
Oui, merci. Alors, introduction rapide. Ce qui se passe, c'est que sur ce marché des éditeurs de logiciels, on a déjà connu un changement de modèle, puisqu'il y a une vingtaine d'années, le logiciel était dominé par le modèle on-premise et que petit à petit, les éditeurs migrent vers le modèle SaaS, donc Software as a Service, pour des questions de mutualisation, de simplification de l'activité. Donc, tout d'un coup, en fait, ces éditeurs se sont retrouvés à avoir accès aux données de leurs clients. Et donc, ils se sont retrouvés à gérer une masse, un volume important de données. Et on le voit aujourd'hui, du coup, le modèle économique des éditeurs repose de plus en plus sur la valorisation des données. Et pourquoi ? Parce que chez nos clients, c'est une nécessité aujourd'hui pour se différencier de la concurrence et puis pour continuer à créer de leur valeur sur leurs activités. Très bien. Alors, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, Véronique et Frédéric, parce que là, c'est une approche qui paraît assez claire et pragmatique, et on voit bien l'évolution du marché, hein. Après, ayant été chez un éditeur, je vois aussi des enjeux qui peuvent se cacher derrière. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur ce que vient de dire Camille. Nous, on est en pleine transition du on-premise vers le software as a service, donc je ne peux qu'aller dans son sens. Ouais, pareil. Enfin, nous, c'est déjà entamé et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus de chiffres en SaaS et de moins en moins en desk. De toute façon, c'est le sens de l'histoire. Donc, effectivement, c'est un constat. Donc, Camille, je te laisse poursuivre. Du coup, donc, on disait, on a des éditeurs qui se retrouvent avec une masse importante de données et une masse importante de données, ça ouvre une multitude de possibilités. Donc, nous, on fait deux constats récurrents chez nos clients éditeurs de logiciels. La première, c'est que toutes ces possibilités, ça fait qu'on se pose la question et ils nous posent la question par où je dois commencer pour exploiter ces données, comment faire, comment y aller. Et le deuxième constat, c'est qu'il y a deux combats en fait à mener de front. Le premier, c'est gérer ces données clients. C'est excitant, il y en a partout, on peut faire plein de choses. On a des clients aussi qui sont de plus en plus exigeants en termes d'accompagnement, expertise. On va pouvoir proposer de nouveaux services. Et néanmoins, donc ça c'est un côté, un combat. Il y a un deuxième combat qui est celui des enjeux internes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus négliger ce qui se passe en interne, votre propre digitalisation et la gestion de vos propres données internes. Donc ça, c'est deux sujets qu'il faut mener de concert. Voilà pour les constats. Du coup, je vais proposer à Frédéric de rebondir quelque part sur ces deux constats et de planter le décor de S2I et puis d'expliquer pourquoi vous êtes mis en action sur ce sujet data. Oui, alors pour ça, je vais commencer par parler un tout petit peu de S2I pour comprendre où est-ce qu'on en était dans la donnée. On est spécialisé dans la gestion d'accueil du public. La gestion d'accueil du public, c'est tout ce qui est gestion et organisation des files d'attente dans un espace qui va recevoir du public. Donc, c'est assez particulier comme métier. On est sur un micro-marché. On va gérer donc tout ce qui est administration, mais aussi le retail. Enfin, on est vraiment dans tout, quel que soit le type d'espace, on va gérer de l'accueil. Et donc, on est principalement créateur de données pour nos clients. Pourquoi ? Parce qu'un client, ce qui va l'intéresser, c'est combien de temps les gens ont passé dans l'espace d'accueil, combien de temps ils ont attendu. Donc, tout ce qu'on va mettre à disposition dans un espace d'accueil, ce sont des capteurs qui créent de la donnée et qui créent de l'information. Donc, un distributeur de tickets, c'est une action d'un usager. Donc, c'est quelque chose qu'on va enregistrer. Toutes les actions qui vont être faites au niveau de la borne, ce sont des actions qu'on va enregistrer. On a les gestes métiers. Le temps qu'un agent va mettre à recevoir un visiteur, c'est de la donnée. Et finalement, tout le management de l'accueil, c'est principalement de la donnée qui va être mise à disposition de nos clients. Alors, on se dit, vu la quantité de données qu'on a, on doit être des experts en data. En fait, pas du tout, puisqu'on ne fait aucune exploitation de données. On les met à disposition. On met à disposition les journaux d'événements auprès des clients. On a quelques indicateurs qu'on va calculer pour eux. On va leur sortir, par exemple, un temps d'attente, on va leur sortir un temps d'entretien, on va leur sortir des durées de parcours. Mais ce n'est pas une exploitation réelle de la donnée pour pouvoir les aider à performer dans l'organisation de leur accueil. Alors, si tu peux juste passer sur le slide d'après, merci. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est retrouvé dans une situation où on vend nos solutions à la fois en France et à l'international, et on s'est rendu compte à l'international
qu'on avait des partenaires qui exploitaient nos données et qui généraient plus de chiffre d'affaires sur l'exploitation de la donnée que sur la vente de nos produits. Alors forcément, on s'est un petit peu interrogé du coup autour de tout ça. Et on s'est dit, pourquoi eux, ils y arrivent et nous, on n'y arrive pas. Donc, il y a forcément quelque chose qu'on loupe dans le process. On a fait plein de brainstorming en interne. C'est un sujet qui a duré pratiquement 10 ans. On a essayé de mettre à disposition des outils. On a essayé de faire de l'intelligence artificielle. Enfin, on était plus dans de la manipulation technologique dans du cas d'usage. Et on s'est retrouvé donc finalement face à une montagne de technologies avec du deep learning, de la prédiction, mais on ne savait pas répondre à ce qu'on devait apporter aux clients. Donc, quel est le but de tout ça, à quoi ça sert, et qu'est-ce qu'on pouvait apporter finalement à nos clients qui allait avoir de la valeur. Et donc, voilà, l'histoire a commencé, nous, par un Diag Data, où on s'est dit, voilà, on va demander de l'aide à des personnes extérieures à l'entreprise qui vont avoir un regard différent par rapport à ce qu'on fait et qui nous aident finalement à guider la réflexion, qui nous aident à construire, on va dire, un modèle pour nos données et de voir qu'est-ce qu'on pouvait créer avec toutes ces données qu'on avait. Et donc, ça a débouché sur un projet d'exploitation de la donnée qui est en cours de réalisation avec Gaël, justement, et Data Consulting. Et donc, l'idée, là, ce sera d'en discuter un peu après dans le Data Apéro pour voir où est-ce qu'on en est dans ce projet-là. Merci Frédéric. Est-ce qu'il y a des questions de ton côté, Camille, pour rebondir Non, mais finalement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en introduction, c'est que oui, vous avez détecté un potentiel et c'est parti un peu dans tous les sens. Et finalement, il faut revenir aux fondamentaux, de se poser la question, OK, on prend tout, par où on commence? C'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que quand on parle de data, on tombe très vite sur de la technologie et pas forcément sur le cas d'usage. Et c'est ça qui est difficile, puisqu'il faut arriver à convertir une technologie en valeur, donc en business model et donc en commerce. Et donc moi qui suis dans la partie technique, alors c'est marrant parce que du coup avec Véronique, je vais voir l'envers du décor. Mais quand on est des techniques, forcément on a des terrains de jeu qui sont presque infinis dans tous les algorithmes qui sont proposés. Par contre, dès qu'il faut arriver à convaincre des commerciaux d'aller sur le terrain pour proposer des cas d'usage, c'est pas avec la technologie qu'on les fait rêver. Et donc, on s'est retrouvé effectivement confronté un peu à cette problématique-là. Donc, quel est le but? Qu'est-ce que nous, on doit apporter à nos clients? Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Frédéric, parce qu'en plus, selon le prisme, c'est marrant parce que dans les deux sociétés, on n'a pas les mêmes profils qui pilotent la partie data. Chez Véronique, donc c'est plutôt le côté marketing. Chez vous, c'est plutôt le côté R&D. Mais c'est aussi lié aux sujets qui ont été priorisés. Chez ES2I, c'est plutôt les sujets externes, hein, donc valorisation des données clients, donc l'usage du logiciel. Alors que chez EBP, ce qui a été priorisé, c'est plutôt l'usage interne, faire des choix, mieux exploiter les données pour mieux piloter la boîte. Donc, c'est intéressant de voir que pour un éditeur logiciel, chacun a pris un angle d'attaque différent. Et moi, ayant travaillé longtemps chez un éditeur, voilà, chez ES2I, pour être transparent, je vois aussi les enjeux pour le client final, qui est de dire, aujourd'hui, on lui vendait un logiciel qui était de la licence, plus de la presta, plus des actions autour. Demain, la donnée peut permettre de vendre l'atteinte de la performance qu'on lui vend au départ quand on est commercial, parce qu'on maîtrise la donnée et donc on peut avoir un impact un peu plus important qu'uniquement, voilà, tu as un outil, tu vas pouvoir l'utiliser et c'est à toi d'atteindre tes objectifs. La donnée peut permettre d'aller un peu plus loin, à mon sens. Oui, la donnée surtout, elle permet de justifier l'acquisition du logiciel aussi pour nous, puisqu'on est là quand même pour faire de l'optimisation. Et qui dit optimisation dit indicateur de performance et dans quelle mesure la solution justement a permis d'optimiser l'organisation de l'accueil, l'organisation des ressources, la gestion des plannings. Et c'est ça qu'aujourd'hui on mettait en avant à travers de la restitution de données, mais pas forcément avec une exploitation pour pouvoir même être force de conseil, de proposition sur, voilà, par rapport à ce qu'on constate au niveau du terrain, on va pouvoir vous apporter de la valeur supplémentaire en vous disant, voilà, si vous faites tel choix, vous allez optimiser l'utilisation de nos produits. C'était là-dessus qu'on butait un peu. Complètement. Et typiquement, il y a un sujet, enfin moi j'y reviens, mais il y a un sujet qui revenait de manière récurrente, c'est comment j'optimise mes ressources humaines en fonction de l'affluence, en fonction d'éléments comme ça. C'est souvent compliqué avec juste de la statistique, parce que derrière, il faut mettre un peu d'intelligence et c'est là où la donnée peut être une vraie valeur ajoutée.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, notre outil principal à l'époque s'appelait Istat, qui est un outil qui, contrairement à ce que son nom indique, ne faisait pas de la statistique, pardon, mais faisait de la visualisation. Donc, il permettrait de mettre comment dire, à disposition, on va dire, un certain nombre d'indicateurs. Mais c'est le client qui, lui, devait chercher à travers ces indicateurs ce qu'il avait envie de voir. Et donc, il n'y avait pas un vrai axe de réflexion, de conseil et d'aide à la décision qui pouvait lui permettre de gérer justement au mieux ses ressources. Voilà, simplement, nous, par exemple, on a la périodicité. On imagine très bien que l'été, dans une administration, vous avez beaucoup moins de monde. Donc, vous pourriez, par exemple, diminuer les congés ou augmenter les congés à certaines périodes au niveau des plannings. Et là, vous avez vraiment une optimisation de la ressource. Ça, par exemple, c'était des choses que le client devait faire par lui-même à travers un outil de visualisation. Donc, il n'y avait pas d'exploitation réelle de la donnée. Très bien. Merci Frédéric. Puis, de toute façon, on va pouvoir discuter un peu plus largement dans la table ronde. Véronique, je t'invite à présenter ton retour d'expérience au sein de BP. Alors, déjà, je vais commencer par vous présenter un petit peu EBP aussi pour contextualiser le projet data. Donc, nous, on est un éditeur de logiciels. On a 560 000 clients, donc autant dire qu'on a beaucoup de données en interne. Avant nous d'aller exploiter la donnée de nos clients, on a déjà voulu exploiter notre donnée. Qu'est-ce qui se passe chez nos 560 000 clients? Comment ils interagissent avec nous? On a aussi 5 000 revendeurs, 4 500 experts comptables. Aujourd'hui, on est 600 collaborateurs. Donc, pareil, 5 000 revendeurs, 4 500 experts comptables, ça fait beaucoup d'interactions à étudier. On fait un chiffre d'affaires de 55 millions d'euros et donc, voilà, on existe depuis 35 ans sur des marchés, comptabilité, gestion, paye, fiscalité. Donc, effectivement, nous aussi, on est générateur de données chez nos clients. Mais c'est vrai que dans un premier temps, et encore aujourd'hui, on est plutôt focusé sur l'interne, même si on sait que notre prochain gros chantier, ça sera l'exploitation de la donnée de nos clients et la mise à disposition à nos clients de notre expertise, en fait, sur ces domaines de la data. Donc, si tu peux passer. Donc, en fait, c'était voilà, le sujet data, c'était du questionnement aux solutions. Effectivement, nous, les problématiques qu'on avait identifiées, c'était qu'on avait de la donnée un peu partout, dans plein d'outils, parce qu'étant éditeur de logiciels, on avait développé plein de super outils qui chacun faisait très, très bien son travail, mais donc la donnée était complètement silotée puisque chaque besoin avait été solutionné par un outil spécifique. Donc, il fallait qu'on rassemble toutes ces données, qu'on la valide. Donc, c'est un peu la surprise qu'on a eue quand on a travaillé avec Datasulting, c'est que nous, on pensait qu'on avait de la donnée qui était vraiment pas de bonne qualité. Et quand Datasulting est arrivé, ils nous ont dit non, mais non, vous avez de la super donnée, vous pouvez en faire plein de choses, alors qu'on se disait, ah, notre donnée, elle est pourrie, on ne pourra pas s'en servir, comment on va faire? Donc, c'était la rendre lisible, la rendre accessible au plus grand nombre, et ensuite la rendre actionnable. Parce qu'effectivement, moi, voilà, mon leitmotiv, c'est bien de faire des stats, c'est bien de faire des chiffres, mais en fait, voilà, si on se décorrèle de l'opérationnel et qu'on ne rend pas les choses actionnables, on va avoir des super chiffres et puis on n'en fera rien du tout. Donc, l'idée, c'est comment j'actionne cette donnée. Ensuite, on a fait un état des lieux. Donc, on s'est demandé de quoi on disposait pour faire des choses. On a regardé voilà, comment c'était. Et on a identifié des use cases. Donc, c'était vraiment quels étaient nos besoins. On avait initié le projet data parce qu'on savait qu'on avait des besoins. Mais là, on s'est mis justement à réfléchir et à se dire quels sont mes besoins. Et puis, à les prioriser, à se dire, OK, j'ai ce besoin-là, mais effectivement, ça va me coûter super cher d'aller répondre à cette question. Voilà, est-ce que le bénéfice est-ce que le jeu en vaut la chandelle? À l'inverse, j'ai ce besoin-là qui est super important. Puis finalement, il est assez simple à aller trouver la réponse à cette question-là. Donc, très important, c'est vraiment de partir de mon besoin. Quel est mon besoin? Quel est mon objectif? À quelle question je veux répondre? Et ensuite, d'aller chercher la bonne donnée, de la nettoyer, de la rendre accessible, d'automatiser les traitements. Mais voilà, pas l'inverse, pas mettre plein de données quelque part et après se dire qu'est-ce que je fais de tout ça? J'en fais rien parce que je ne sais pas à quoi ça peut me servir. C'est vraiment nous dans l'infocentre, on intègre que la donnée quand on a eu une demande. On a un besoin, hop, on va intégrer un outil et encore cet outil, on ne va pas intégrer toutes les données qu'il contient, on va intégrer juste les données
qui permettent de répondre aux besoins. Voir un peu plus loin si on se projette, si nous, on a des idées. Mais sinon, après, on se retrouve avec une montagne de choses dont on ne sait que faire, en fait. Et la dernière étape à laquelle on est confronté actuellement, c'est comment maximiser les bénéfices liés à la data. Donc là, c'est un sujet acculturation. L'idée, c'est de se dire, si je peux avoir les plus beaux tableaux du monde, s'ils sont derrière mon armoire, j'en profiterai pas et personne n'en profitera. L'idée, c'est de se dire, voilà, j'ai fait des rapports, j'ai mis de la donnée à disposition. Est-ce que les gens arrivent à s'en servir? Est-ce que les gens comprennent bien comment ça marche? Est-ce que les gens, il y a toujours une espèce d'appréhension, une crainte aussi par rapport à la donnée, ça fait peur, on va tout automatiser, il n'y aura plus d'humains. Donc voilà, c'est tout ce sujet-là pour se dire, OK, j'ai la data, c'est génial, mais si c'est réservé à une élite, finalement, ça perd un peu de son intérêt. Donc, comment j'évangélise les gens sur le sujet de la data, mais aussi comment je m'assure que d'un point de vue technique, les personnes qui vont créer de la donnée ont bien compris comment ça fonctionne et maîtrisent les bonnes pratiques en fait, qui sont vraiment spécifiques au monde de la data. Merci, Véronique. Camille, tu voulais peut-être une question ou rebondir là-dessus? Non, mais effectivement, ce sujet culture data, comme je disais, on sera amené à en reparler. Finalement, c'est un sujet, en discutant avec nos clients, c'est un sujet c'est une problématique qui est assez générale et qui est encore trop méconnue. Donc, on n'en parle pas assez. Donc, on va essayer de remédier à ça dans les mois qui viennent. Non, mais d'autant que en fait, on a tendance à mettre sous le tapis le sujet humain, qui est pour nous un élément super important dans tous les projets. Alors, on parle de transformation au sens large, c'est pas que la data, là, c'est le digital ou la digitalisation, parce que c'est souvent là où ça bloque, c'est-à-dire on a pensé la techno, on a pensé l'organisation, on a pensé un certain nombre de processus. Pour autant, il y a des utilisateurs derrière, il y a des gens qui vont l'utiliser au quotidien, il y en a qui vont voir ça comme un ennemi, ce qu'évoquait Véronique. Et comment faire pour ne pas voir ça comme un ennemi? C'est de les impliquer le plus tôt possible et de les embarquer dans l'aventure et de se dire voilà, en quoi ça va pouvoir te permettre, toi, de te concentrer sur la valeur ajoutée que tu peux générer dans ton activité au quotidien. Voilà, et ça, c'est l'état d'esprit et c'est effectivement ce qu'évoque Véronique parce que dans tout projet de data, on va se retrouver à un moment confronté à ce côté un peu frein à main ou difficulté à faire avancer l'ensemble de l'équipe. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est traité a posteriori, c'est-à-dire que ça devient un sujet quand on est confronté au problème, alors que ça devrait être traité dès le départ, en parallèle du déploiement des projets. On ne va pas s'étendre aujourd'hui là-dessus. Je vous propose de rentrer dans des questions un peu ouvertes et puis des choses un peu moins drivées, j'allais dire, de vous exprimer sur ces différentes questions. Donc, j'en avais une première à vous poser. Là, on a parlé de sources de données, de qualité de données, d'usage, de modèles économiques. Pour vous, c'est quoi les principaux enjeux à avoir en tête quand on se lance dans un projet data, enfin l'aventure data, parce que là, c'est une vraie aventure, on se lance sur des nouvelles choses. Frédéric, Véronique, le premier qui a envie de démarrer. Allez, je nomme alors Véronique. Alors, je pense que l'enjeu principal, c'est de savoir où est-ce qu'on veut aller. En fait, c'est vraiment de se dire quel bénéfice, qu'est-ce que j'attends de ça? Parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vont se mettre dans la data parce que c'est à la mode et ça sera un échec, en fait, dans la majorité des cas, si on ne sait pas précisément ce qu'on veut en retirer. Donc, il y a cet enjeu-là et effectivement, peut-être aussi se positionner sur est-ce que j'ai besoin de piloter mon entreprise, donc de suivre mon chiffre d'affaires, est-ce que j'ai besoin d'apporter des outils qui améliorent les process, est-ce que j'ai besoin de mieux connaître mes clients, est-ce que j'ai besoin de mieux exploiter la donnée qui est générée par mes clients. Enfin voilà, c'est vraiment et ensuite d'y aller étape par étape, pas vouloir tout adresser d'un coup parce que la data, c'est infini. La data se nourrit de la data, donc quand on met un doigt dedans, on est absorbé. Moi, c'est ce qui s'est passé. Et donc, je pense garder un peu la tête froide et faire step by step et pas vouloir partir dans tous les sens. Ça marche, merci Véronique. Frédéric, tu veux rebondir là-dessus? Oui, en fait, je vais être complètement d'accord. C'est-à-dire pour moi, l'enjeu numéro 1, c'est effectivement où on veut aller. Et nous, d'ailleurs, c'est un peu le retour d'expérience, c'est-à-dire qu'on avait les données, nous.
C'est-à-dire que c'est un peu la particularité, c'est qu'on avait exactement toutes les sources de données qui étaient fiables en plus. On avait des bonnes qualités de données, mais finalement, ce qui nous a manqué pour déclencher, c'était qu'est-ce qu'on voulait proposer, vers où on voulait aller et qu'est-ce qu'on voulait offrir aux clients. Et une fois qu'on a réussi à se mettre d'accord finalement sur cet enjeu-là, ben, tout de suite, les choses ont pu se débloquer, les choses ont pu commencer à avancer. Alors, nous, la particularité qu'on a, surtout dans la gestion d'accueil, mais je pense que c'est vraiment généralisable, c'est que on vend à un client qui n'est pas l'usager de notre produit. C'est-à-dire que celui à qui on vend le produit n'est pas celui qui va l'utiliser au quotidien. Et donc, sa perception à lui des usages n'est pas celle de la personne qui se trouve derrière, qui va l'utiliser tous les jours, qui va l'exploiter. Et ça fait une grosse différence. Et donc, quand on répond, nous, à un usage avec la data, on répondait à travers le client à qui on vendait le produit. Sauf que derrière, les gens avaient d'autres enjeux, avaient d'autres besoins. Et finalement, c'est aussi cette problématique qu'on avait, c'est-à-dire de dire comment on arrive à peser tous ces différents cas d'usage pour finalement à qui on veut répondre, à qui on doit répondre. Et c'est ça qui nous a manqué pendant longtemps. Donc, oui, l'enjeu de savoir où est-ce qu'on veut aller, c'est aussi avoir une bonne compréhension des usages métiers et une bonne compréhension de comment va être utilisée la data au quotidien par les personnes. Voilà un des enjeux pour moi. Après, le modèle économique, ça va tout seul. Non, c'est du commerce, c'est facile. C'est une bonne question, ça. Je ne sais pas si ça va tout seul, mais en tout cas, ça le challenge et parce que ça force à repenser son modèle qui était, j'y reviens sur la manière dont on vend. Enfin, voilà, quand tu passes d'un modèle licence plus prestation, où tu sais que tu vas gagner en année 1 100%, alors que tu passes sur un modèle où il faut amortir sur 3, 5 ans, enfin, ça dépend des périodes d'amortissement. Il faut aussi voir ce qui va être utilisé, ce qui va générer de la récurrence, ce qui va éviter le churn. Donc, j'imagine que dans les analyses de Véronique et au niveau marketing, comment analyser les gens qui arrêtent leurs abonnements en cours de route? Est-ce qu'il y a des usages qui sont plus, qui permettent de retenir plus que d'autres? Ça, c'est aussi des analyses intéressantes qui peuvent être faites au travers de l'usage du logiciel, de l'appel au SAV. On parlait des sources de données. Je sais qu'il y a des choses, des fois, on pense qu'on a vendu quelque chose qui est très rentable en année 1 parce qu'on a acheté à un prix qui semble être rentable. Mais si on génère du SAV pendant 3 ans sur ce sujet-là, c'est intéressant de croiser les données. Donc, il y a plein de intéressantes à recouper. Et l'usage du logiciel, encore une fois, peut-être chez EBP, vous ne le faites pas encore à ce niveau-là, mais d'analyser l'usage qui a un impact potentiel sur le SAV aussi, ou sur le modèle économique, lancer des nouveaux modules qui sont plus consommés que d'autres, etc. Tout à fait, ou même pour le bien-être du client, c'est-à-dire étudier les parcours, se rendre compte où est-ce que ça coince, où est-ce qu'il y a des appels. Enfin, nous, on a un petit peu commencé à étudier surtout le recours à l'aide en ligne, c'est-à-dire qu'est-ce qui bloque, à quel moment les clients, quand ils sont dans leur logiciel, ils sont coincés, ils se questionnent et ils font appel à l'aide en ligne. Et ça, pour nous, c'est super important parce que ça nous permet de se dire que, tiens, à cet endroit-là, il y a peut-être un truc qui n'est pas clair. Et donc, on va améliorer. En fait, ça nous permet de générer, pour nous, là, le but, c'est vraiment d'améliorer les parcours clients, d'améliorer la satisfaction client. Et on travaille beaucoup avec les UX, UI, justement, sur quels sont les irritants, qu'est-ce qui peut être amélioré dans notre logiciel pour que les clients soient plus satisfaits, que ça soit plus fluide. Très bien. Sauf s'il y en a un qui veut rajouter sur cette question-là. Sinon, je propose de passer à la question suivante. Donc, question suivante. Comme vous êtes des éditeurs logiciels, vous êtes bien équipés normalement en ressources techniques, développeurs, informatiques. Est-ce que pour vous, c'est un atout pour mener à bien un projet data? Et puis, concrètement, est-ce que ça nécessite de former des gens en interne, potentiellement de recruter en avance de phase des profils data? Voilà, je vous questionne sur ce sujet compétences. Je commence? Allez. Alors, je vais faire une réponse de Normand, oui et non. Oui, c'est bien parce qu'effectivement, une fois qu'on est baigné, trempé dans la culture data, on va avoir des gens qui vont être vite opérationnels quand on a des développeurs. Non, parce que la philosophie de la data est toute différente de la philosophie d'un développeur, ne serait-ce qu'on parle de SQL et de NoSQL dans la data.
Donc, rien que ça, c'est des approches qui sont complètement différentes. Et en fait, nous, c'est vrai qu'au départ, on s'est dit, on va se lancer tout seul dans ce projet de data. Et ça n'a pas fonctionné, en fait. On s'est heurté à des limites, à des contraintes, alors qu'on ne les avait pas du tout vues venir parce qu'on pensait avoir les compétences. Et en fait, on a la technique, ça c'est sûr, mais on n'a pas la méthode parce que c'est une méthode, une approche différente. Donc ça, c'est sur le côté, est-ce que c'est bien? Et sur le côté, faut-il recruter en avance des compétences data? Je dis, alors pareil, oui et non, ça dépend quel profil. C'est-à-dire que embaucher un data scientist quand on n'a pas une source de données propre, unifiée, fiabilisée, dédoublonnée, c'est comme faire venir le couvreur quand on est en train de faire les fondations dans sa maison. On ne va pas avoir grand-chose à faire. Et en plus, quand on se lance vraiment dans un projet data, avant d'avoir besoin en full-time job d'un data scientist, il y a du chemin à parcourir. Donc, ce n'est vraiment pas le premier poste auquel il faut penser. À la limite, un data analyst et un data ingénieur pour structurer les choses et exploiter la donnée en première intention. Enfin, voilà en tout cas l'expérience que nous, on en a. Après, je laisse Frédéric expliquer sa position. Alors, est-ce que c'est un atout d'avoir des compétences techniques en interne? Alors déjà, il faut voir qu'au niveau des compétences techniques, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont nécessaires sur un projet data. Un développeur, c'est un développeur, mais finalement, il n'intervient que sur une toute petite partie du projet. Et c'est hyper important de comprendre toute la chaîne qui va être nécessaire pour mettre en place un projet data. Il y a de la partie infrastructure pour gérer le flux de données. Il va y avoir la partie data science, qui sont les algorithmes d'exploitation de ces données. Il va y avoir la partie développement, qui finalement est la petite couche, j'ai envie de dire toute petite, pour faire les API, mettre à disposition les données. On va avoir la création des interfaces. Après, il y a même d'autres métiers qui sont les data, tout ce qui est autour de la data visualisation, qui est un métier à part entière. Parce qu'un tableau de bord, ce n'est pas de la data visualisation. Je mets en garde contre ce terme-là. Donc, en fait, il y a énormément de compétences techniques. Donc, avoir en interne des compétences, quand on est éditeur logiciel, forcément, on en a, mais on ne peut pas toutes les avoir. Et surtout, ce sont des besoins qui peuvent être parfois très ponctuels à un moment donné au niveau du projet. Donc, de toute façon, on va se retrouver confronté à un problème d'occupation de ces ressources, où on peut avoir, pendant un certain laps de temps, avoir un besoin, par exemple, sur de l'infrastructure, du conseil ou de l'analyse. Et après, c'est fini. Parce que derrière, après, une fois que tout ça c'est en place, on va avoir besoin d'autres profils qui vont être plutôt des DevOps, par exemple, pour tout ce qui est gestion de l'infrastructure, le suivi. Donc, c'est pas quelque chose de linéaire au niveau des compétences. C'est pas comme une équipe de développement où on va mettre tout le monde autour de la table et on va développer un module ou une interface. Ça recoupe énormément de choses. Et même recruter des compétences data à l'avance, en fait, j'ai envie de dire, c'est même un non-sens. C'est un non-sens puisque, prenons un exemple de deux projets complètement distincts. Nous, par exemple, on fait du temps réel. Je ne suis pas sûr que Véronique, vous faites du temps réel. Ce n'est pas les mêmes compétences, ce n'est pas les mêmes métiers, ce n'est pas les mêmes infrastructures. Par contre, vous pouvez peut-être potentiellement avoir des volumes de données plus importants que les nôtres. Si vous avez des volumes de données plus importants, ça veut dire aussi d'autres types de compétences, où là, on va être plutôt sur du big data. Exactement, ouais. Voilà, des data architectes, etc. Donc, à l'avance, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on va avoir besoin. Donc, est-ce qu'on peut recruter des compétences data à l'avance? J'ai envie de dire pourquoi et quel va être le but finalement de ce recrutement. Nous, par exemple, on avait déjà un data scientist chez nous, mais il était là pour un projet spécifique où il travaillait sur l'intelligence artificielle dans un programme à part entière. Donc, finalement, on l'a recyclé. Ça fait partie de la vie des projets. On l'a basculé sur ce type de projet, mais il n'a pu intervenir que sur une toute petite partie, c'est-à-dire tout ce qui était modèle et algorithmique. Voilà, en avance de phase, même là, on est en cours de projet avec Datasulting là, pour mettre en place donc, de l'exploitation de données avec des tableaux de bord. Je ne sais toujours pas quel type de compétences je vais avoir besoin. Alors, on commence à éclaircir certains types de compétences parce qu'on se dit, tiens, quand on sera en mass prod, là, on va avoir tel volume de données. Donc, potentiellement, on peut avoir un besoin sur ce type de compétences techniques, mais pas plus. Donc, un projet data doit se voir finalement comme une segmentation de compétences différentes qui vont intervenir à différents endroits du projet. Et
si vous avez à un moment donné du projet certaines compétences techniques, oui, ça va être un atout. Mais il ne faut pas se leurrer, avoir les compétences techniques sur toute la chaîne du projet, c'est quasiment impossible. Oui, Quasiment et en impossible. plus, c'est pas parce qu'on a des compétences techniques qu'elles répondent aux bonnes pratiques de la data, en fait. C'est surtout ça qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une autre façon de travailler. Et par contre, où je te rejoins complètement, c'est qu'effectivement, nous, je sais qu'on a fait appel ponctuellement à Data Consulting sur des sujets particuliers. On s'est dit, mais attends, on ne va pas former quelqu'un sur ce truc-là qu'on va utiliser une fois tous les 2 ans, quoi. Donc, effectivement, c'est des domaines tellement spécifiques Oui. qu'il faut faire appel. Enfin, voilà, quand on a un problème de santé, on ne va pas avoir le grand spécialiste. On va avoir son généraliste et lui, quand il ne sait pas gérer, ben, il nous envoie vers un spécialiste. Ben, là, c'est la même chose, en fait. Il ne faut pas vouloir avoir le spécialiste de tout parce que enfin, voilà, ça n'a pas de sens. Après, il faut les occuper et ça a un coût démentiel. Enfin, il faut savoir faire appel aux spécialistes quand le besoin s'en fait ressentir, en fait. C'est surtout qu'une des choses que tu as dites qui est hyper importante, c'est qu'on n'a pas beaucoup parlé de management de projet aussi autour de la data. C'est que les compétences techniques, il faut les ordonnancer, il faut les faire parler entre elles et il faut qu'elles se mettent d'accord. Et la partie management de projet data va nécessiter une connaissance de l'ensemble de la chaîne pour savoir de où on part et jusqu'où on doit arriver. Et ça c'est compliqué. C'est-à-dire que même si on a les compétences techniques en interne, ce n'est pas tellement la compétence technique qui ne va pas avoir les bonnes pratiques. C'est plus la coordination de toutes ces équipes entre elles qui fait qu'à la fin, finalement, la compétence technique que tu as chez toi, elle va délivrer la bonne chose au niveau du cahier des charges. Et c'est ça qui est compliqué. Donc là, il y a une partie management de projet aussi qui est quand même assez essentielle là-dedans. Et puis on revient sur quelque chose que tu abordes, Frédéric, c'est la gouvernance, parce qu'au final, tu reviens sur le cycle de vie de la data, depuis sa collecte jusqu'à son exploitation, et là, tu as différentes compétences et différents rôles à assurer. Et quand on parle de qualité des données, et souvent on le voit, nous on fait des enquêtes, là chaque année on mène un observatoire, il y a un sujet là où le bas blesse, c'est la responsabilité du projet data, donc c'est déjà qui pilote, qui a la gouvernance, qui est au pilotage de ces sujets. On voit souvent que c'est assez flou dans les organisations. Et après, des responsabilités sur typiquement maintenir la qualité des données. C'est un sujet qui doit être adressé et définir qui s'en occupe, comment c'est assuré, à quelle fréquence, etc. Donc, c'est aussi des sujets de gouvernance parce que dans la gouvernance, il y a les aspects organisationnels, mais aussi les aspects maintenir cette fameuse qualité, maintenir le respect des engagements de sécurité informatique, de RGPD. Voilà. Et tout ça, ça fait forcément partie. C'est un tout. Et on ne peut pas dire, tiens, isolé. Et voilà. Encore la notion de silo, elle peut vite revenir dans les projets data. Mais de toute façon, la notion de silo, elle va forcément être explosée dès le second projet, j'ai envie de dire. Mettons qu'on arrive à mettre en place un tableau de bord pour certains clients. Les clients, forcément, ils vont voir ce tableau de bord, ils vont dire, ben voilà, moi, ce n'est pas cet indicateur-là que je veux, j'en veux un nouveau. On va définir avec lui cet indicateur. Donc là, on a un data scientist qui va travailler sur le sujet. Une fois que ce data scientist va travailler sur le sujet, soit on a un coup de bol. Bon, je pense que vous avez plus de chances de gagner au loto, mais bon, on ne sait jamais. Vous avez déjà les données disponibles. Dans ces cas-là, c'est facile. J'ai envie de dire qu'il va adapter, il va créer un modèle, il va l'adapter pour pouvoir créer un nouvel indicateur. Mais si jamais les données ne sont pas suffisantes, ça veut dire qu'il va falloir retravailler de nouveau avec les développeurs, remettre à disposition des nouvelles API pour pouvoir envoyer les données sur le nouveau data flow. En fonction du type de flux que ça va générer, il va falloir peut-être voir avec l'infrastructure pour adapter l'infrastructure, etc., etc. Donc, de toute façon, la notion de silo dans la data, pour moi, elle n'est pas possible, ne serait-ce que dans la continuité du projet. En fait, ce que tu dis, nous, on l'a expérimenté. Aujourd'hui, en fait, pour mener tous les projets data, on a créé un pôle data où, dans mon équipe, j'ai bientôt 3 data analystes et 2 data ingénieurs. Et on travaille tout le temps, tous ensemble. Parce qu'en permanence, il faut comprendre, tiens, on a eu tel besoin, est-ce que tu peux mettre à jour telle donnée? Et puis alors, effectivement, non, là, en fait, c'est des données hyper volumineuses, donc il faut qu'on travaille au niveau des agrégats. En fait, je t'ai demandé la donnée, mais en fait, il va falloir que tu me l'agrèges parce qu'ils veulent un historique sur 1 an. Et vu la volumétrie, et nous, par exemple, on gère de la téléphonie, puisque comme on a 500 000 clients, on a beaucoup d'appels tous les jours. Et effectivement, en permanence, et c'est ce qui fait que ça fonctionne, c'est qu'en fait, on a intégré la technique
au métier et ça phosphore en permanence ensemble. Les ingénieurs comprennent les tenants, les aboutissants. Les data analysts bossent avec les ingénieurs, comprennent leurs contraintes. Et voilà, et ça fait vraiment une saine émulation. On travaille en atelier avec les métiers. Et effectivement, je pense que ce qui a fait le succès de notre projet data, c'est ce mode de fonctionnement un peu en mode en start-up où on s'est tous réunis et il n'y a pas de silo. On travaille avec l'infra, sinon c'est voué à l'échec, ça avance pas parce qu'il faut être hyper réactif parce qu'en permanence, tu récupères de la donnée, tu es tout le temps en mode test and learn. Ah mince, en fait, je t'avais demandé cette donnée, mais c'est pas tout à fait ça que je veux parce que maintenant que tu me la donnes, je me rends compte qu'il y en a trop ou qu'il n'y en a pas assez ou que c'est pas agrégé comme je le souhaite. Et c'est des itérations permanentes. Quand vous avez commencé à parler data en interne, quand vous avez commencé à parler projet data, et vous qui avez des équipes techniques, est-ce qu'il y a quand même eu un frein au départ justement de ces équipes techniques qui n'ont pas compris que vous puissiez faire appel à des prestataires externes, que vous puissiez recruter? Est-ce qu'elles se sont pas dit on va pouvoir tout gérer nous-mêmes? Non, nous, ça a été vraiment plutôt le contraire même. Non, alors que nous, dans une première phase, on s'est dit on n'a pas besoin d'être accompagné, on est éditeur de logiciels, on sait faire, et c'est quand on a vraiment essayé de faire et que là, on s'est heurté à des interrogations, et là, on s'est dit, mince, on va se faire accompagner parce que on voit bien que finalement, c'est un domaine hyper spécifique. Et là, on a rebondi, et on est reparti, et hop, ça a déroulé. Et maintenant, voilà, on produit, voilà. On avance énormément en maturité data, c'est incroyable. Depuis 2 ans et demi, 3 ans, c'est. Mais oui, nous, effectivement, on s'est fait cette réflexion en se disant, en gros, c'est un domaine technique, c'est un domaine. Et on sait faire, en fait. Ok. Je vous propose de passer à la question suivante, puisque le temps tourne, mais on est toujours dans le temps, ne vous inquiétez pas. Là, je voulais savoir quelle était l'influence de la data. Alors, c'est plutôt orienté modèle économique et action marketing commercial. En gros, comment ça a influencé le fait d'intégrer la donnée? Alors, Véronique, tu as peut-être un peu plus de recul là-dessus, Frédéric peut-être un peu moins. Voilà, là-dessus, vous positionnez sur cette question-là. Je peux commencer si tu veux. Véronique, oui. Nous, ça a révolutionné clairement notre façon de faire du marketing. Alors déjà, la mise en place de notre infocentre qui a désiloté toutes les données nous a permis aussi de mettre en place un outil de marketing automation puisqu'on avait un socle en fait qui était, j'ai envie de dire, avec de la donnée propre, donc on a pu se connecter. Donc aujourd'hui, typiquement, tu parlais tout à l'heure des clients qui risquent de te quitter, on peut se dire, tiens, j'ai un client qui va voir les conditions générales de vente. Et là, on va peut-être le prendre en charge et on va pouvoir automatiser un cycle de relance, générer un appel du service client vers cette personne où on a… je sais pas, on a identifié, par exemple, nous, on a des testeurs et on a vu qu'on avait des testeurs qui ne testaient pas. Donc, ils s'inscrivent pour tester, puis ils ne testent jamais. Et donc, ça, cette donnée, on l'a dans l'infocentre, on l'a récupérée de l'infra. Et on se dit, tiens, ces clients-là, ils ont besoin d'onboarding, il faut qu'on les appelle, qu'on les accompagne, alors que des clients qui testent vraiment le logiciel, eux, effectivement, ils sont déjà lancés. On va les adresser d'une autre façon avec peut-être des webinars, des prises en main plus avancées. Voilà, ça révolutionne complètement la façon de travailler. On peut croiser, comme tu disais, des gens qui vont utiliser beaucoup de points d'interrogation dans leur logiciel, appeler l'assistance technique 3 fois par semaine. Sur cela, on va peut-être se dire, tiens, on va leur pousser, on va leur proposer une formation. Parce qu'il y a un truc qui ne va pas, ce n'est pas normal qu'ils nous appellent 4 fois plus que les autres. Ou peut-être que le logiciel, ils ont pris une version trop élevée par rapport à leurs compétences. En tout cas, il y a quelque chose à faire sur ce client. Mais toutes ces infos, on les a toujours eues. Mais simplement, elles étaient inaccessibles. En fait, on avait l'armoire qui était pleine, mais tous les tiroirs étaient fermés à clé. Donc là, on a trouvé la clé et on est capable d'aller chercher ce qu'il nous faut et de rassembler et d'actionner ensuite derrière. Donc, c'est une vraie révolution dans notre approche marketing et commerciale avec des billes que les commerciaux peuvent exploiter qui sont mises à leur disposition. En fait. Et ça, justement, alors tiens, moi, ça m'intéresse, c'est très concret. Les commerciaux, aujourd'hui, comment ils s'approprient l'usage des données, vous leur transmettez au final, parce que là, du coup, il y a un lien entre le commerce et le marketing qui est généré avec de l'info, de la donnée utile, j'allais dire.
Alors, disons que de prime abord, il y a toujours une espèce de crainte. En gros, j'ai toujours travaillé d'une certaine façon, j'en ai pas forcément besoin. Et dès qu'on présente ce qu'on peut faire, enfin, en général, ils sont emballés et ils sont hyper moteurs et hyper. Voilà, le fait qu'on leur dise, attends, on va te donner à appeler, de savoir que tu appelles un testeur qui a testé, ou là, tu sais qu'en gros, tu vas pouvoir faire du closing rapidement, ou là, je me mets sur une campagne de testeurs qui n'ont pas testé, c'est un appel de courtoisie. Enfin, c'est hyper motivant pour un commercial. Il sait quel est son objectif. Il ne part pas à se prendre une claque en se disant ouais, je vais vendre, alors qu'en fait, j'appelle quelqu'un qui n'a pas testé. Enfin, donc, on leur donne de la visibilité, en fait. Et ils sont vraiment contents. Est-ce que quelque part, parce que c'est toujours la recherche du commercial, c'est d'optimiser son temps et de dire faut que mon temps soit rentable, entre guillemets. Est-ce que vous les aidez à prioriser les appels? Oui, alors oui, parce qu'en fait, on a mis en place avec notre outil de marketing automation un système de priorisation des campagnes en fonction des taux de transformation. Donc justement, en fait, en fonction des taux de transfo, on va leur pousser certaines campagnes ou d'autres campagnes. Donc oui, eux, on leur optimise leur temps parce qu'on sait que voilà, on a 2 commerciaux qui peuvent se mettre sur cette campagne. OK, sur cette campagne, je vais pousser ce qu'il y a de plus prioritaire, de plus rentable. Et effectivement, si après on se rend compte que par rapport au seuil de rentabilité qu'on a défini, en fait, on n'arrive pas à relancer tout le monde, on remettra un commercial de plus. Mais oui, clairement, au lieu de balancer 1000 contacts dont 900 sont froids, parce qu'en prospection, c'est ça, on va envoyer que les 100 contacts qu'on a identifiés comme chauds grâce à, tiens, il a été visiter la page du site web, il a testé le logiciel, il a déjà passé, je sais pas, un appel, il a téléchargé un livre blanc, il a fait… Donc, ça permet vraiment de scorer en fait le client et ensuite de réutiliser cette donnée pour la transformer en une action profitable pour l'entreprise en fait. Frédéric, je vais peut-être rebondir là-dessus, alors parce que peut-être que ça sera moins sur les actions marketing, mais il y a peut-être des sujets. Alors, moi, ça va être forcément plus court puisque jusqu'à présent, nous, la data était comprise dans le modèle économique. C'est-à-dire que comme on mettait à disposition les données sans faire d'exploitation, on n'avait pas de modèle économique réellement autour de la donnée. Le logiciel était vendu avec des données, avec un outil qui permettait de les regarder ou qui permettait de les télécharger. Et à partir de là, le client était libre de faire ce qu'il voulait avec les datas. Donc, jusqu'à présent, il n'y avait pas d'influence. Maintenant, on est passé en SaaS. Et l'idée, c'est de créer un service data. Et donc, ce service data, on va essayer de le valoriser. Donc, aujourd'hui, les actions marketing commerciales, elles sont en cours de réflexion sur justement, est-ce que les services qu'on va proposer autour de la data vont permettre de valoriser ces datas? Donc, nous, on en est plutôt là, on est plutôt sur le début, puisque ça change aussi l'axe, la façon de vendre le logiciel. Le logiciel, aujourd'hui, était vendu comme étant disponible avec des datas. Là, on va l'exploiter pour le client. Donc, est-ce que nos clients vont être d'accord qu'on exploite les données pour eux? Comment vont-ils prendre le fait qu'on leur crée des indicateurs qu'on va leur mettre à disposition? Enfin, voilà, nous, on a des sujets sur lesquels on va explorer un petit peu le retour terrain dans les prochains mois. Oui, ça va être différent. Ça va être comment je market le fait d'avoir amélioré mon service et d'avoir enrichi mon service. Alors que nous, c'est comment je market le fait de mieux connaître mon client. Voilà, comment j'exploite dans mes actions marketing ma meilleure connaissance client. Alors que vous, ça sera comment je market le fait d'avoir mis un service additionnel à disposition de mes clients. Donc, oui, clairement, ça, c'est pas du tout le même. Alors voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Et surtout, ce qui est compliqué là pour moi sur les actions commerciales, c'est qu'aujourd'hui, les datas étaient comprises dans le modèle de vente. Là, il faut qu'on arrive à convaincre que le service supplémentaire qu'on ajoute est très différent de ce qu'on proposait avant. Et c'est vrai que là, on rentre un peu dans des limites de compétences. C'est que c'est vrai que quand on parle de data, la data, c'est de la data, c'est de la donnée. On n'imagine pas que de la donnée intelligente, en fait, il faudrait parler plutôt de données intelligentes, est une donnée qui a été calculée sur la base des données anciennes. Et ça a beaucoup de valeur. Oui, c'est ça. Vous passez d'une livraison de données brutes, c'est du brut versus de l'essence, sujet qui nous anime tous beaucoup en ce moment. Alors, à juste titre, c'était le côté actionnable. Et parce que quand on se retrouve face à des statistiques, rares sont ceux qui arrivent à les exploiter pour réellement les transformer en action. Enfin, en tout cas, c'est plus compliqué. Ça nécessite un peu plus
de mouliner le sujet, ça prend du temps. Alors que si tu proposes une recommandation, c'est-à-dire si ton logiciel devient une force de recommandation plus qu'un push data, quoi, au final, c'est là où ça peut apporter de la valeur. Et je reviens sur l'exemple S2I. Si tu dis à ton client, avec ce logiciel, tu peux réduire tes files d'attente, ton temps d'attente de X% ou de tant de minutes d'attente en moyenne, et c'est lui qui va t'aider à le faire, et c'est pas toi qui va te débrouiller avec les stats que je te remonte, la valeur, elle est peut-être différente. Ouais. Alors, parce que tu fais gagner du temps et potentiellement du résultat, enfin de la performance. Exactement. Alors là, nous, c'est là où c'est le but qu'on s'est fixé et c'est vers ça qu'on voudrait aller. Après, ça reste une certaine transformation assez importante. On a quelques clients qui, jusqu'à présent, faisaient leur propre modèle. Ils s'amusaient avec. Ils prenaient les données brutes, on en avait quelques-uns, mais quand on a fait le tour de nos clients pour voir qui téléchargeait réellement les données brutes pour les exploiter, on était sur un score de 1-2% des clients, pas plus. En fait, globalement, la plupart de nos clients, ça ne les intéressait pas la donnée. Ils voulaient que du temps réel, mais là, on en revient au sujet que je disais tout à l'heure, à la différence entre le client à qui on vend et l'usager sur le terrain. Nous, quand on vend un DSI, une solution de gestion d'accueil, et que c'est le manager dans sa boutique qui va utiliser la solution, le manager, lui, il nous a dit, moi, vous savez, vos modèles, ils ne m'intéressent pas. Moi, mon pool de ressources, il est limité. Donc, même si vous me dites qu'il faut rajouter quelqu'un, il m'a dit, je ne pourrais pas le rajouter, cette personne-là. Donc, il faut arriver à comprendre ce que lui nous dit et de dire, mais attends, c'est pas ça que je vais faire, je vais optimiser justement pour que tu n'aies pas besoin de rajouter quelqu'un, mais je vais optimiser ton organisation de façon à ce qu'elle soit plus efficiente. Et c'est très différent. Et c'est là qu'un DSI, par exemple, à qui nous, on vend la plupart du temps nos solutions, il ne le comprend pas, il ne le perçoit même pas parce qu'il est très éloigné de cette réalité du terrain. Donc, c'est là où nous, on doit apporter de la valeur. Et donc, forcément, l'action marketing et commerciale qui va être faite, il va falloir être capable de convaincre un DSI, alors que le manager sur le terrain, lui, il va être convaincu. Voilà. Et c'est là où nos actions vont être à faire dans les prochains mois. Quel est mon besoin? À quelle question je réponds? Et la question, elle n'est pas chez le DSI, elle est chez le directeur de magasin. L'utilisateur. C'est ça, exactement. Je vous propose qu'on avance. Il nous reste 2 questions et puis ensuite, il faudra qu'on passe sur la phase de conclusion. Justement, là, on revient. Alors, peut-être, du coup, Camille pourra aussi rebondir sur ces sujets. Mais pour vous, quels sont les chantiers prioritaires? Alors, prenez-le. Bon, là, vous avez déjà partagé pas mal de choses. Peut-être sur les grandes étapes que vous vivez ou que vous avez vécues. Moi, après, c'est une redite. C'est vraiment quel est mon besoin, à quelle question je vais répondre. Est-ce que j'ai en interne les données qui me permettent de répondre à ces questions? Est-ce que cette donnée, elle est exploitable? Se faire accompagner, sauf si bien sûr on est dans le monde de la data à la base, parce que c'est quand même un monde à part. Et effectivement, la notion de quick win, parce que les projets de data, c'est des projets qui peuvent paraître assez longs. Et en fait, on travaille pendant des semaines, et il n'y a rien qui sort. Et en fait, c'est vrai que c'est bien qu'il y ait des choses qui sortent rapidement, c'est-à-dire se dire, voilà, une fois que j'ai tout mis en place, que j'ai structuré ma donnée, nettoyé ma donnée, que je sais où je veux aller, avoir quelque chose qui puisse sortir rapidement, ça redonne du souffle. Voilà, la direction est contente et se dit, bah, attends, je n'ai pas investi dans ce projet-là pour avoir un truc qui sort dans 10 ans. Donc ça, c'est aussi un point important. Et effectivement, embarquer l'humain, parce que alors, il y a des gens dont on sait qu'il faudra les acculturer parce que ce n'est pas du tout leur domaine. Et en fait, c'est très surprenant. Finalement, il y a des gens dont on pensait qu'ils sauraient exploiter la donnée et finalement, non. Et donc, vraiment, ne pas avoir d'a priori en se disant, non, mais attends, ceux-là, ils ne vont pas connaître, ceux-là, c'est bon, ils savent. Non, en fait, c'est vraiment reprendre les bases et embarquer tout le monde sur le beau bateau de croisière de la data. Le beau sous-marin, je ne sais pas. Le beau jet. Ouais. Merci. Du coup, tu as anticipé la question 5. C'est pour ça que j'ai réuni. On est passé de la question 4 à la question 5 sur les conseils. Et quels conseils vous donneriez aux éditeurs logiciels avant de se lancer? Et quelque part, c'est ce à quoi tu répondais. Au-delà des chantiers, c'est les grands conseils. Toi, Frédéric, là-dessus, qu'est-ce que tu donnerais comme élément structurant? Nous, on aimerait en tout cas finaliser comme chantier la partie vraiment structure. Pour mettre le pied à l'étrier,
puisqu'une fois que la structure sera mise en place pour pouvoir vraiment exploiter la donnée, quelque part, on sera au pied du mur. Donc, on sera obligé de l'exploiter. Je veux dire, on ne peut plus s'arrêter. Donc, moi, c'est un peu ça l'objectif. Moi, le conseil que je donnerais à un éditeur avant de se lancer, moi, c'est la partie analyse en amont, la partie brainstorming, bien cibler, on va dire, la partie objectif. Moi, c'est celle que… Parce que la partie technique, après, la technique, c'est la technique. On a toujours 50 façons différentes d'arriver à la bonne solution. Ce qui manque, c'est vraiment l'objectif initial, c'est-à-dire à quoi on veut répondre, quel est l'enjeu autour de cette donnée. Et je pense qu'avant de se lancer dans un quelconque projet, il faut qu'on ait une idée très claire de la réponse à cette question, de à quoi on doit répondre. Voilà, moi, c'est ça le meilleur conseil que je pourrais donner. Et nous, pour quand même expliquer, alors moi, j'ai un doctorat de mathématiques. Ma spécialité, c'est l'analyse de données. J'ai été recruté chez ES2I pour cette raison-là. Et ça fait plus de 10 ans, du coup, qu'on ne s'est toujours pas lancé dans le projet data. Encore une fois, parce qu'on peut faire des algorithmes mathématiques, on peut faire plein de choses, mais si on n'a pas d'objectif clair, on n'avance pas, en fait, on tourne en rond. Et c'était un peu notre problématique. Merci pour cette conclusion qui me rassemble aujourd'hui. C'est intéressant. Et comme quoi, les compétences ne font pas tout. Et c'est la vision et l'étude des besoins qui… c'est un petit peu ce qu'on souhaitait vous synthétiser parce que ce qu'on voulait vous partager, c'était modéliser sous forme de 5 conseils, si on avait 5 conseils à vous donner. Et je laisserai éventuellement Camille rebondir pour synthétiser tout ça. Ça reprend ce que vous nous avez dit, mais ce qu'on a aussi en tête. Camille, si tu veux rebondir. Oui, non, mais je crois qu'on a fait la boucle est bouclée, j'ai envie de dire. On a commencé avec les besoins, les usages métiers et on est revenu sur ce même thème sur la dernière question. Donc, le premier conseil, effectivement, c'est la data, OK, mais pourquoi faire et pour qui? C'est ça. Et c'est vrai qu'on vous l'a modélisé sous forme de 5 conseils. Le premier, c'est donc se concentrer sur le besoin et les usages métiers, qu'ils soient internes ou externes, puisqu'on l'a vu chez un éditeur, on a à la fois du besoin de pilotage interne pour mieux piloter ses actions marketing, son commerce, le pilotage de sa marge, voilà, toutes les actions de l'entreprise, mais également l'externe, sur le côté connaissance client, de ses utilisateurs logiciels, de voir comment on va développer, faire de l'upsell, de cross-sell, etc., enfin développer son modèle économique. Le conseil 2, c'est une fois qu'on a bien défini ses usages métiers, qu'on a bien capté les besoins, c'est de définir les données qui sont utiles, les sources, d'où elles proviennent, quelle est leur qualité, et tout ça dans l'idée de définir leur intérêt. Si je veux faire de la connaissance client, voilà, qu'est-ce qui m'est réellement utile? Alors, il y a aussi le sujet RGPD qui va arriver rapidement. Si vous avez des utilisateurs finaux qui sont notamment des consommateurs, des particuliers, ou même si vous manipulez des gros volumes de données RH, vous allez être confronté à ces enjeux-là. Ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais on y est régulièrement confronté dans les projets d'accompagnement. Le sujet RGPD et le sujet sécurité. Ensuite, le conseil 3, c'est on revient sur le sujet technique. La technique est un moyen, n'est pas une raison d'être. Elle doit être au service des usages et il faut vraiment toujours l'avoir en tête. C'est-à-dire, si un projet commence par « on va faire ça techniquement », c'est peut-être qu'on a oublié une étape. Qui est de se reposer sur le besoin, les enjeux, à qui ça s'adresse, quelle valeur on va générer avec ça. Ouais. Il y a des choses intéressantes qui ont été dites là-dessus. Je crois que c'est Véronique qui avait dit on peut avoir la technique, mais pas la méthode. Et puis tous les deux, vous vous êtes rejoints sur l'aspect important de la coordination de toute cette technique que vous disposez, d'arriver à travailler ensemble en transverse et de faire sauter les silos. Ça, vous avez pas mal développé là-dessus, donc on voit qu'il y a un point important ici. Clairement. Conseil 4, c'est de prioriser au regard du gain et l'effort d'avancer step by step. On a souvent la volonté, on le voit, moi j'ai été versé dans les équipes R&D, etc., des projets fleuves ou des choses qu'on peut avoir une vision à 1 an. Il faut aussi avoir des petites victoires, donc les méthodes agiles aident souvent à avancer sur ces petites victoires. Et quelquefois, un quick win peut permettre d'engager les équipes dans le changement, de se dire, tiens, un projet data, c'est pas forcément un truc où il va falloir passer 1 an avant d'avoir le premier résultat. Nous, on se donne souvent dans les projets des quick wins à 3 mois avec un premier usage à développer. Effectivement, ça nécessite de structurer les choses. Frédéric l'exposait, le socle data pour commencer à travailler les usages data science, c'est important. Mais si on travaille du tableau de bord, c'est peut-être de dire, tiens, il y a un tableau de bord à développer pour la finance avant de partir à faire toute la suite décisionnelle de l'entreprise.
y a peut-être un premier délivrable à tester avec le métier, voir comment ça prend avant de passer à la suite. Donc, le côté step by step, méthode agile, c'est plutôt quelque chose qu'on préconise. Et puis ensuite, le 5e conseil, c'est bien entendu d'intégrer dans son état d'esprit le modèle économique, la manière dont ça peut être repensé, pensé, avec cette logique de mutualisation. La mutualisation des données est un vrai levier pour proposer de nouveaux services, pour exploiter, en tirer des enseignements, développer des modèles, parce qu'il y a un volume de par définition de données qui va être plus important et qui va être riche de par la diversité des clients qui utilisent le service. Voilà, j'en ai fini avec les conseils. Je vais simplement vous donner maintenant quelques des actions que Data Consulting pourrait mener sur ces thématiques-là. Donc, vous l'avez compris avec Véronique et avec Frédéric, on a travaillé sur une première démarche qui était, voilà, on appelle ça le diagnostic data, mais c'est une démarche stratégique qui permet de commencer par les questions métiers, les usages, les enjeux de l'entreprise avant de se projeter dans la partie technique. Donc, bien entendu, qu'on aborde ces sujets techniques au travers des ateliers. Mais l'idée de ce diag, c'est d'aborder en 4 ateliers l'ensemble des sujets qui vont nous permettre de projeter un plan d'action data-driven, entre guillemets, sans vouloir, parce que data-driven, il va falloir définir ce sujet aussi, mais voilà, c'est comment on se met dans l'aventure data et comment on structure les différentes actions. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du ROI. Oui, ça fait partie des éléments clés. C'est combien ça me coûte, qu'est-ce que ça peut me rapporter. Et ça, c'est vraiment des échanges avec le métier, avec ceux qui sont concernés. Donc, ça, le diag, c'est vraiment quelque chose qui est assez efficace, qu'on fait en 1 à 2 mois. Sous forme de 4 ateliers et qui en plus bénéficie d'un financement de la BPI qui prend en charge 50% de ce diagnostic à partir du moment où vous êtes éligible. Pour être éligible, il faut avoir un projet ambitieux, enfin ambitieux entre guillemets, qui nécessite l'usage des données. Il faut avoir moins de 2000 collaborateurs. Il y a quand même pas mal de sociétés qui rentrent dans ce cadre-là. Et puis avoir une activité qui existe, qui génère du chiffre d'affaires. Donc ça, c'était le premier type d'accompagnement. Le deuxième type, Véronique l'a un petit peu défini tout à l'heure, on fait beaucoup d'études data, donc c'est souvent orienté marketing. C'est en gros, vous n'avez pas encore lancé, vous n'avez pas encore votre data warehouse, votre centre, vous n'avez pas encore désiloté la donnée, donc c'est encore en silo dans différents outils logiciels. Par contre, vous avez des questions métiers auxquelles vous n'arrivez pas à répondre et vous aimeriez répondre et vous avez besoin d'agréger toutes ces données d'un seul coup. Donc ça, on accompagne nos clients. L'idée, c'est de s'affranchir de l'informatique ou de la DSI et commencer à faire des études en récupérant toutes ces données. Et nous, on se charge de les faire parler, de faire des modèles, s'il faut, y compris tester des modèles prédictifs, voir ce qui peut fonctionner avec toutes les données de l'entreprise. Et c'est ce qu'a évoqué Véronique tout à l'heure dans les études marketing, également pour faire des choix stratégiques. Définir, voilà, on arrête peut-être de dépenser de l'argent, envoyer des mails à 200 000 personnes qui n'ouvrent pas leurs mails. Voilà, il y a des sujets simples, comme il y a des sujets un peu plus élaborés en croisant des données SAV avec des données commerciales, marketing, pour voir si ce que je pensais être rentable à court terme, en fait, sur 3 ans, ça l'est peut-être pas parce qu'on a généré beaucoup d'appels au SAV. Voilà. Et après, voilà, avec le BP, tout à l'heure, on parlait des appels téléphoniques. On travaille aussi sur des modèles de prédiction des appels téléphoniques pour adapter la qualité de service en fonction de la demande. Mais ce que fera aussi, je l'espère, ES2I avec son propre logiciel pour ses propres clients, dans la mesure où ils peuvent évaluer l'affluence, l'anticiper et donc adapter les ressources par anticipation. Voilà, j'en ai fini avec le côté un petit peu descendant. Si vous avez des questions, alors vous avez le chat, vous pouvez aussi lever la main pour parler au micro. Je peux ouvrir les micros si vous le souhaitez. On est peu, donc c'est possible. Je vais vous donner la possibilité de parler si vous le souhaitez, dire bon, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que vous souhaitez rebondir sur certaines choses qui ont été dites? On a Valérie. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. On t'entend. Bonjour à tous, merci beaucoup pour ce webi. Nous, ça nous conforte dans l'idée, on veut y aller. Par contre, je ne me souviens plus, dans l'audit BPI, qu'est-ce qu'il contient en fait? Alors, l'audit, ce qu'il contient, ça permet de couvrir 4 ateliers. Dans ces 4 ateliers, c'est un accompagnement du CODIR, enfin du comité de direction. Sur le premier, c'est un état des lieux. Je fais un état des lieux des enjeux de l'entreprise, quel est l'état des lieux sur l'ESI aussi, comment mes données sont organisées, à quel sujet on veut répondre. Deuxième atelier, on va travailler sur les usages. C'est concrètement métier par métier ou thématique par thématique. Quels sont les usages qu'on souhaite développer, comment les prioriser. Donc là, on vous aide aussi à les prioriser au regard du ROI que ça va permettre de générer. Troisième atelier, il est plus orienté technique, c'est-à-dire là maintenant, comment on fait pour répondre à ces usages.
avec quelle architecture, avec quel type de technologie. Et le dernier atelier, c'est vraiment la priorisation et la projection de la roadmap. Hein. C'est quoi le lot 1, c'est quoi le lot 2, c'est quoi le lot 3, quels sont les budgets à mettre en œuvre pour activer chacun des lots. Alors, c'est des budgets macro. Hein. Et ça, Camille pourra largement en parler puisqu'elle mène des diag data, hein, avec différentes typologies de clients. On a notamment Gauthier de Sequoia Soft avec qui on a travaillé, mais également ES2I récemment. Ok, merci, c'est clair. Merci. Super. D'autres questions peut-être? Je vois que Samy est par là. Samy, est-ce que tu es au moins pour dire le coucou? Bon, il est là sans être là. Oui, ouais, bonjour. Je suis là, mais j'avais le micro coupé, pardon. Non, j'ai écouté avec beaucoup d'attention, très intéressant. Merci en tant qu'éditeur logiciel. Alors, nous, on n'a pas un besoin directement, nous, à notre niveau, mais pour nos prospects, oui, clairement, et clients surtout. On en a beaucoup parlé, c'est pour ça que je voulais être là aujourd'hui. Ça fait pas mal d'années qu'on échange sur ces sujets. Oui, effectivement, il y a un vrai besoin, une vraie demande de nos clients. Et moi, j'ai un principe qui est de dire on ne peut pas améliorer ce qu'on ne sait pas mesurer. C'est ce que j'ai à mes clients. Apprenez déjà à mesurer et quand vous aurez mesuré, vous verrez que vous améliorez plus facilement. Quand partie de cette expression-là, souvent, je trouve que ça se décante pas mal. Et nous, on est en difficulté là-dessus parce qu'on ne fournit pas le prédictif. On calcule le besoin, on calcule la charge en tant qu'éditeur WFM, Workforce Management et Gestion des temps. On prévoit les charges, on calcule les besoins, on se base bien sur l'historique, on regarde le prévisionnel, mais le prévisionnel, il est basé soit sur la base du prévisionnel que le client nous donne, c'est-à-dire soit au doigt mouillé, son expérience, ou peut-être un outil un peu type Excel amélioré, ou soit on va aller regarder dans le passé, on va faire une espèce de moyenne de la data à constater, et ça va nous donner a priori une prévision. Mais il y a tellement d'éléments endogènes, exogènes, qu'on connaît tous. Hein. Alors certains on le maîtrisera peu, hein. La météo typiquement, la météo dans 2 ou 3 semaines, personne ne saura dire. En revanche, il y a tout un tas de facteurs endogènes, exogènes qui viennent perturber un peu l'organisation et donc la ressource, quoi. Et comme notre métier c'est ça, c'est vraiment d'optimiser, calculer les ressources, calculer les horaires, suivre les temps jusqu'en paye. C'est une donnée importante en effet. Bien, merci Samy. Et au plaisir de se croiser. Oui, bien sûr, Gaël, avec plaisir. Prenez des cloisonnés. Ok, merci à tous. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas, hein, ceux qui veulent ouvrir le micro, avec plaisir pour échanger. D'autant qu'on était en petit comité, donc ça permet de le faire facilement. Sinon, voilà, chez Data Sculpting, on est toujours ouvert pour échanger, vous rencontrer. Donc, le prochain Data Apéro sera le 17, non, c'est pas le 17, c'est le 19, je ne sais pas de bêtises. Sera en mai, dans tous les cas, vous aurez une information, et va parler culture data. On aura de premiers retours d'expérience sur le sujet, puisqu'on commence notamment avec Véronique à travailler sur les sujets humains. Et comment débloquer là où ça bloque, malgré la mise en place d'actions, malgré l'organisation, malgré tout ce qu'on vient d'évoquer au préalable. L'humain est encore un sujet sur lequel il faut cheminer et arriver à embarquer tout le monde. Donc, on en parlera lors du Data Apéro du mois de mai. Alors, je vois qu'il y a une question qui est arrivée. Hop. Peut-on disposer du replay? Oui, il y aura un replay et oui, vous en disposerez, vous serez informé si vous étiez inscrit. De toute façon, on le pousse sur les réseaux sociaux. Merci pour votre participation. Il est 12h45, on finit pile poil à l'heure. Je savais qu'il fallait 1h15, donc c'est 1h15. Encore merci. N'hésitez pas à nous faire vos retours après, a posteriori, hein, si vous avez des questions, si vous attendez peut-être d'autres informations, un modèle, un format différent, peut-être celui-ci est un peu long. Voilà. N'hésitez pas à nous faire des retours, ça nous intéresse. Vous avez mes coordonnées, donc c'est fait pour ça. Et merci à nos intervenants. Encore, merci du fond du cœur, parce que c'est grâce à vous qu'on arrive à faire vivre ces sujets. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Merci.